Chapitre 1. Le silence à Renfield Hall. Il existe des maisons anglaises qui semblent avoir été conçues pour le silence. Renfield Hall en faisait partie. En retrait de la place du village par une bande de graviers et une allée de tilleuls, la maison offrait à la route un parement de vieilles briques, doux comme la poitrine d'un rouge-gorge, et des fenêtres qui observaient sans curiosité. C'était le genre d'endroit où les portes se fermaient avec tact, où les pas des domestiques étaient éduqués à la discrétion, et où les querelles passées avaient depuis longtemps élu domicile. J'étais venu un vendredi de fin octobre, à l'aimable invitation de Lady Winifred Lytton, une amie d'amis qui, apprenant que j'étais passé dans le quartier pour une affaire de chevaux, m'avait pressé de passer un week-end artistique. Bien que je ne prétende pas être un connaisseur, si ce n'est un simple goût pour les paysages simples où les vaches sont indéniablement des vaches, le programme promettait de susciter l'intérêt. Une petite exposition privée à la Longue Galerie par une portraitiste célèbre, Madame Aurelia Weil, et le dévoilement inaugural d'un cycle de croquis de la jeune pupille de Lady Winifred, une enfant au nom plutôt poétique de Sylvie Rowan. Prodigieuse, l'avait décrite mon hôtesse londonienne, avec cette légère incrédulité que les Anglais réservent aux talents de leurs jeunes. Tout à fait étrange, elle met les gens sur le papier tels qu'ils sont, et non tels qu'ils voudraient être. Allez-y, capitaine Hastings, et dites-moi si je me fais des illusions. La voiture me déposa juste au moment où les premières lampes s'allumaient dans le hall. Dehors, l'air sentait les feuilles mortes et la pierre humide. À l'intérieur, l'odeur se transforma en cire d'abeille et en peinture. Un valet de pied me soulagea de mon sac. Un autre prit mon manteau avec cette patience infinie propre aux domestiques bien dressés. Il y avait du feu dans le grand âtre, et au-dessus, un portrait de Sir Lionel Lytton, un gentilhomme du XVIIe siècle dont les yeux avaient, je me l'imaginais, assisté à plus d'escarmouches que la peinture ne le laissait paraître. L'horloge sur la cheminée résonnait avec une détermination d'un certain âge. « Capitaine Hastings !» s'avança Lady Winifred, les deux mains tendues, sa voix diffusant une chaleur aussi douce que le feu. Elle était grande, toujours belle, avec de fines pommettes qui avaient fait frissonner plus d'un peintre, et une attitude à la fois maternelle et impérieuse. Vous avez apporté le temps idéal, gris et confidentiel. Renfield est à son meilleur lorsque la maison et le jour semblent conspirer dans un murmure. C'est exactement ce que je pensais, dis-je en riant. Elle se retourna, ses boucles d'oreilles en perles reflétant la lumière. Il faut que vous rencontriez tout le monde immédiatement, sinon vous les croiserez par petits. Groupe dans les couloirs, et vous aurez une idée erronée de leurs proportions. Venez. Nous traversâmes vers le salon du matin, transformé par les lampes et les fleurs en salon du soir. 8 ou 9 personnes étaient réparties entre des chaises et des petites tables, une disposition qui évoque toujours une famille qui n'en est pas une. Lady Winifred procéda aux présentations avec l'habileté de quelqu'un qui prépare un dîner agréable. « Monsieur Barnaby Keene », dit-elle d'abord, désignant un homme mince au nez précis et à la bouche empreinte d'ironie. « Vous connaissez ses écrits sur le portrait moderne. » Keene s'inclina, les doigts écartés comme des allumettes. « J'écris uniquement pour que les peintres puissent me contredire et ainsi asseoir leur réputation. »« Dr. Leander Pierce » continua Lady Winifred, notre médecin de village, qui refuse d'être villageois. Le docteur Pierce était grand et tranquille, ses yeux de ce gris clair qui peut être la couleur la plus interrogative. « Madame Aurelia Weil » dit Lady Winifred, et je me retrouvai à serrer la main de la célèbre portraitiste. C'était une femme d'une 40aine d'années, extraordinairement vivante, au visage tout en plan et en curiosité, comme si ses os se penchaient pour regarder. Ses doigts portaient de légères traces de peinture indélébile. « Vous n'aimerez pas mon travail, capitaine », annonça-t-elle avec une franchise aimable qui me surprit agréablement. « Les anciens soldats préfèrent l'honneur à la confession, et mes modèles ne gardent jamais leurs secrets. Alors je suis prévenu, répondis-je. Dans l'art, murmura M. Keene. Les avertissements font office d'invitation. Dans le coin, près de la fenêtre à guillotine, était assis le révérend Silas Bloom,
un petit pasteur soigné qui rayonnait d'une rigueur morale telle la lavande d'un tiroir. À ses côtés, une jeune femme aux cheveux clairs et au menton résolu disposait le nécessaire pour le thé avec la compétence de quelqu'un qui avait depuis longtemps choisi l'utilité comme bouclier. « Mademoiselle Iris Whitcomb, » dit Lady Winifred, « ma compagne, ma mémoire ambulante, et celle qui me prévient quand mes enthousiasmes deviennent irréalisables. » Mademoiselle Whitcomb accepta la description sans sourire. Près du feu se tenait un homme d'une trentaine d'années, à l'allure décontractée, vêtu d'un costume d'une nuance plus moderne que Renfield n'en approuvait. « Mon neveu, Julian Lytton, » dit Lady Winifred avec cette cordialité particulière avec laquelle les tantes affectueuses tentent d'améliorer le caractère de leur neveu. Son salut était gracieux et distrait. Sur le revers de son manteau, je remarquai par pure habitude une fine trace de pigment sombre, semblable à de l'encre, mais plus terne. Il vit mon regard, effleura le revers du doigt et dit nonchalamment « Maison du peintre », comme si cela expliquait toutes les couleurs. « Capitaine », conclut Lady Winifred en désignant une petite silhouette près de la cheminée, « et voici mon enfant, bien qu'elle ne soit la propriété de personne, Mademoiselle Sylvie Rowan. » Elle était plus menue que je ne l'aurais cru, peut-être 14 ans, avec des cheveux d'un brun ambigu, comme en été, et des yeux qui ne semblaient effrayés par aucun adulte, comme si l'enfance lui avait appris que la peur était une perte de temps. Elle tenait un carnet de croquis collé à sa robe comme s'il s'agissait à la fois d'un bouclier et d'un instrument. Quand je m'inclinai, elle me rendit la politesse avec un sérieux qui n'avait rien d'affecté. « C'est gentil à vous d'être venu, » dit-elle. « On dit que les soldats savent regarder. »« Certains le savent, » répondis-je, amusé et un peu déconcerté. « D'autres savent seulement obéir. »« L'obéissance est une forme de regard, » dit-elle distraitement, et elle ouvrit légèrement le livre comme pour se rappeler quelque chose. J'aperçus des lignes rapides au graphite, la sténographie nerveuse du regard. « Dans la grande galerie, » annonça Lady Winifred en frappant légèrement des mains, « vous trouverez les portraits de Madame Veil disposés pour demain. Nous n'offenserons pas les lampes ce soir, mais après le dîner, si vous avez la patience, je vous montrerai la pièce, capitaine, et vous admirerez la dernière gourmandise de Renfield. J'ai installé une lucarne. On ne vit pas seulement d'héritage. Il faut parfois vivre de présomption. » Il y eut des rires, entre lesquels M. Keene ajouta une note sèche. Une lucarne est un instrument admirable pour découvrir à la fois la poussière et la vérité. Le rituel du thé accomplissait son miracle habituel, rendre les inconnus bavards. Le docteur Pierce s'enquit de ma santé. Avec la curiosité que se portent les professionnels entre eux, M. Keene raconta l'anecdote d'un modèle qui avait demandé que son portrait rende sa conscience moins envahissante. Madame Veil écoutait de tout son visage. Le révérend Bloom apportait des consolations brèves et précises à tout sujet qui lui semblait avoir souffert d'un désarroi moral. Mademoiselle Whitcomb versait, distribuait des tasses et corrigeait tranquillement une soucoupe qu'un invité avait posée trop près du bord de la table. Julian se tenait près de l'âtre, anguleux dans la lumière du feu, et fredonnait un air. S'il y avait de la tension, elle était de cette sorte de tension anglaise distinguée, qui se pare d'ironie et évite les déclarations. Pourtant, comme je l'ai souvent constaté dans les maisons où de nombreuses personnes sont réunies pour un même but, il n'était pas difficile de deviner la trame sous-jacente aux propos. Il y avait, dans la façon dont les regards se déplaçaient ou non, une géométrie d'appréhension. Madame Veil observait Julian avec une concentration pas tout à fait professionnelle. L'attention du révérend Bloom, bien que généralement dispersée, se reporta avec insistance sur Sylvie, et lorsqu'elle le fit, une ride apparut près de sa bouche, traduisant une désapprobation qu'il n'avait pas encore trouvée de texte. Lady Winifred, malgré toute sa verve sociable, observait son neveu avec la fermeté particulière de quelqu'un qui pardonne d'avance et qui ne pardonne pas facilement à nouveau. À cette heure, le gong retentit, un vieux morceau de cuivre résonnant qui savait commander l'obéissance, et nous fûmes conviés au dîner. La salle à manger Renfield jouit d'une vue sur la pelouse sud,
Mais à cette heure-là, les fenêtres n'étaient que des miroirs noirs, multipliant les bougies. La table brillait comme un petit navire compact flottant sur une mer d'ombre. La conversation se déroulait par paires et par trios. Les plats se succédaient, et si nous étions tous irréprochables, cela aussi aurait son importance. Je me trouvais entre Miss Whitcomb et Mrs. Vale. La première se montrait aimable et raisonnable, comme il se doit à sa condition et à sa personne. La seconde, mi-réticente, mi-enchantée, laissait son discours s'égarer sur le terrain de la méthode. « Je peins, dit-elle, comme un voleur des robes, parce qu'il y a une compulsion à posséder. Non pas la surface, la ressemblance n'est que le prix à payer, mais la contradiction. Nous sommes tous des contradictions, n'est-ce pas? Et les enfants surdoués, sont les plus contradictoires de tous. Ils connaissent des vérités que leur bouche n'a pas appris à prononcer. Tu parles de Sylvie, ai-je deviné? Bien sûr que oui, elle dessine sans pitié. La cuillère de mademoiselle Whitcomb toucha son assiette avec une légère protestation. La pitié, observa-t-elle, est rarement source d'exactitude. Ni de portrait, dit madame Vale, mais c'est source de gentillesse, ce qui est utile au petit déjeuner. L'exposition de demain est-elle destinée à une œuvre caritative? Demandai-je pour éviter que les bords ne s'effilochent. Pour un public charitable, on l'espère, dit madame Vale. L'enfant a réalisé un cycle, 12 dessins qui retracent, l'ombre projetée par une maison. Madame Vale, dit mademoiselle Whitcomb avec une fermeté douce, le travail de Sylvie est tout à fait convenable. Le décorum? Les yeux de madame Vale pétillèrent. Ma chère Iris, le décorum est la graisse qui nous permet de traverser la société sans crier gare. Il n'a pas grand-chose à voir avec la vérité. Au fond, Lady Winifred racontait avec une précision perverse comment la lucarne avait déclenché une guerre ouverte entre les servantes et le jardinier auxiliaire, ce dernier ayant déclaré que le verre était un toit immoral. Le docteur Pierce écoutait avec l'amusement tolérant de quelqu'un qui a retiré plus d'une épine de la patte d'un lion domestique. Julian but le Bordeaux comme s'il faisait partie de son droit de naissance et jeta de temps à autre un coup d'œil à la petite horloge en bronze doré sur le buffet. Je me demandais à quel rendez-vous un jeune homme avait droit dans une maison comme Wrenfield, où le temps existait avant tout pour la commodité des repas. Après le dîner, Lady Winifred, fidèle à sa promesse, nous conduisit, bougie à la main, à la longue galerie. Dans toute vieille maison, il y a un couloir qui est une biographie. À Wrenfield, il longeait l'aile sud, un étroit fleuve de tapis turc bordé de portraits. À une extrémité, sous la nouvelle verrière, désormais obscure comme un puits, se dressait une rangée de toiles recouvertes de toiles hollandaises, et sur la table à tréteaux, un assortiment de pinceaux et de chiffons, ainsi qu'une bouteille au bouchon noir hermétique qui sentait vaguement l'alcool. L'air régnait cette indéfinissable atmosphère d'atelier, un mélange de térébenthine, de vernis et d'impatience. Nous ne soulevâmes pas les couvertures. Lady Winifred était une fervente adepte de la ponctualité, même pour les plaisirs, et déclarait que dévoiler ce soir reviendrait à priver le matin de sa seule surprise. Monsieur Keene, qui aurait préféré contredire immédiatement, eut la bonté d'en admettre la justesse. Nous nous amusâmes plutôt avec les portraits de la maison, autrement dit avec les histoires que le présent aime à raconter sur le passé. Lorsque nous nous retrouvâmes face à une dame aux traits défraîchis, dont la main semblait perpétuellement sur le point de révéler une lettre de son corsage, le révérend Bloom laissa échapper une petite toux d'avertissement qui fit sourire Lady Winifred. C'est là que le silence de la maison accomplit l'une de ses discrètes conjurations. Quelque part derrière les boiseries, ou peut-être depuis l'escalier lointain, une note sonore unique parcourut le couloir et expira parmi les cadres. Elle était si faible qu'elle en était presque imaginaire. Un petit coup, un clic, ce qu'on pourrait appeler, dans un appareil moderne, un loquet trouvant son contraire. Mademoiselle Whitcomb ne tourna pas la tête, mais sa main serra la bougie. Les narines de madame Vale s'écarquillèrent infinitésimalement, comme si elle captait une odeur que personne d'autre ne connaissait. Julian sourit intérieurement.
Une porte, dit doucement le docteur Pierce. La maison se ferme toute seule pour la nuit. Renfield se souvient des vieilles habitudes, dit Lady Winifred en nous ramenant vers les régions plus chaudes. À l'époque de Sir Lionel, nous étions assiégés par les parlementaires. Nous n'avons jamais vraiment cessé d'être assiégés. De retour dans le hall, nous retrouvâmes le doux et intime brouhaha de l'heure du coucher dans une grande maison, une servante portant une bouilloire à bout de bras comme un bébé colérique, le chien, Hector, un labrador aux yeux philanthropes de son espèce, tentant de persuader le docteur Pierce que la vie serait incomplète sans un biscuit, et l'horloge de parquet, importée de Bath, m'apprit Miss Whitcomb, battant les 2500 avec une sincérité que je ne pouvais m'empêcher de respecter. Dans ce doux tumulte, Sylvie apparut à mon chevet aussi naturellement que si elle était venue d'une pensée personnelle. « Tu n'as pas assez regardé, » dit-elle sans préface. « Au portrait, aux gens. J'ai fait de mon mieux, ai-je protesté. Ils se sont tous comportés admirablement. » Sa bouche ne souriait pas vraiment. Les gens qui se comportent admirablement sont les plus faciles à manquer. « Vous avez l'avantage, mademoiselle Sylvie, » dis-je avec indulgence. « Vous avez votre journal sur vous. »« Le papier n'est pas un avantage, » dit-elle. « C'est une confession. » Elle hésita, puis « Voulez-vous voir ?» Avant que je puisse acquiescer, elle avait ouvert son livre, le dissimulant à la pièce. La page qu'elle me montra était couverte de ces marques rapides et décisives que j'avais aperçues plus tôt. Le genre de dessin qui semble se dessiner dans l'air avant de se dessiner sur le papier. C'était une pièce étroite, au plafond bas. J'en reconnus immédiatement les proportions, même si, pendant un instant ou deux, je ne pus les situer. Au centre, sur un tapis à chevrons, une silhouette était allongée, disposée de manière trop précise pour être endormie. Le visage était détourné, mais la chute des cheveux, la position des épaules sous la veste, la main gauche, paume vers le haut, dont le pouce était étrangement tordu, avait une particularité. À côté de cette main, un crayon reposait, craqué. Sur le mur derrière, juste au-dessus d'une petite cheminée, était accroché un miroir ovale dans lequel la flamme d'une bougie avait été suggérée d'un seul trait exclamatif. L'ensemble était économique et véridique, comme le serait une déclaration de témoin. Pas de sentiment, pas de plaidoyer, juste le fait. « Quelle est cette pièce ?» demandai-je enfin, d'une voix plus basse que prévu. « La chambre des saules, » dit-elle. « Le petit salon au détour de l'escalier de service. Il y a une bergère en porcelaine ridicule sur la cheminée. » Je le savais alors. Le modeste salon que Lady Winifred utilisait pour ses lettres du matin, lorsque la bibliothèque lui paraissait trop grande. Le tapis à chevrons lui était propre. Sur le dessin, à gauche de l'âtre, Sylvie avait représenté le coin d'une table à abattants sur laquelle, de deux traits indolents, elle avait indiqué un déluge de grains ou de graines sombres. Non, pas de grains. Un chapelet. La poche du révérend Bloom avait brillé d'un éclat noir plus tôt dans la soirée, alors qu'il cherchait ses lunettes. Je m'en souvenais car le petit crucifix avait capté la lumière des bougies et créé un point lumineux étrangement impertinent dans nos conversations profanes. Pourtant, je n'en étais pas certain. L'économie de la jeune fille résistait à ma certitude. « Et la personne ?» demandai-je prudemment. Elle ne m'a pas regardé. « Parfois, dit-elle, quand on dessine une pièce, la pièce dessine ce qu'elle veut. C'est une réponse étrange. C'est le seul que j'ai. Avez-vous montré cela à Lady Winifred ? Non. À Madame Vell ? Elle disait que c'était astucieux et me demandait de dessiner des mains jusqu'à ce que les miennes oublient comment faire. Cela était dit sans malice, plutôt avec une affection qui acceptait la sévérité comme une forme d'intérêt. Et pourquoi me le montrer alors ? Elle réfléchit, et maintenant, un léger sourire apparut. « Parce que tu es l'ami d'un homme qui regarde les choses jusqu'à ce qu'elles abandonnent, » dit-elle. J'ai commencé. « Vous connaissez Monsieur Poirot ? » Je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai vu une photo dans un journal. C'était l'image d'un wagon de chemin de fer, d'un chapeau et d'une tête ovoïde, et en dessous,
il était écrit qu'il voyait la vérité se cacher. Je me suis dit, si vous êtes son ami, peut-être que la vérité ne vous dérange pas, même si elle est impolie. Avant que je puisse répondre, la voix de Lady Winifred résonna dans le couloir. « Sylvie, au lit, ma fille. Tes dessins ne s'enfuiront pas, même si cela nous arrive de temps en temps. »« Oui, tante, » dit la jeune fille, et elle referma le livre d'une main ferme mais douce, comme pour chasser une pensée qu'elle avait l'intention de reprendre. Elle me regarda, et son regard ne reflétait pas l'invitation obscure avec laquelle les enfants testent parfois les adultes. « Bonne nuit, capitaine Hastings. »« Bonne nuit, mademoiselle Sylvie. » Elle disparut dans l'escalier telle une petite ombre posée. La maisonnée se dissipa. Le docteur Pierce dans sa chambre, suivi d'Hector à pas feutrés. Le révérend Bloom, sa Bible tenue avec autant de décence qu'une carte de visite. Madame Vell fredonnant à voix basse, au bout du couloir où ses toiles dormaient sous la toile. Mademoiselle Whitcomb à sa vérification nocturne des listes. Julian quelque part entre l'ennui et l'intention, effleurant distraitement la manchette où j'avais vu la tache de couleur terne. Lady Winifred passa son bras sous le mien et leva les yeux vers le portrait de Sir Lionel. Renfield est à son comble de conspiration juste avant de s'endormir, dit-elle. Demain nous aurons des photos, de la vérité, et peut-être le genre de compliment qui pique. Vous êtes à l'aise ? Bien. Si vous vous perdez un tant soit peu dans la maison, sonnez 2 fois, et l'un de ces appareils désuets fera naître une personne vivante. La Willow Room est chaleureuse le matin si vous aimez recevoir vos lettres au soleil. La salle du Saule, répétai-je, trop distraitement. Elle hocha la tête. Baptisé d'après un paravent qui se trouvait autrefois là. Il a été retiré. Il cachait trop de confidences. Arrivé à ma chambre, l'anglette avec vue sur le labyrinthe d'If, je restai un moment à la fenêtre. La nuit était calme, mais pas déserte. Quelque part, une branche pas encore résignée à l'hiver parlait doucement contre une vitre. Sur la coiffeuse se trouvait un petit plan de la maison pour les invités, le genre de document que les bonnes hôtesses fournissent, des points rouges pour les sorties, une ligne bleue discrète indiquant les toilettes les plus proches et les cloches numérotées. Dans la marge, un crayon avait tracé, puis à moitié effacé, une minuscule flèche à l'angle de l'escalier de service, pointant vers un rectangle intitulé « Saul ». La main qui l'avait tracée était légère. Elle pouvait être celle d'un enfant ou d'une femme habituée à rédiger des notes. Elle pouvait être celle de quelqu'un qui préférait ne pas trop se fier à sa mémoire. Je me déshabillai, l'esprit s'attardant non pas sur les promesses artistiques de Renfield, mais sur le dessin de Sylvie, le miroir ovale, le crayon cassé, le creux étrange du pouce gauche. C'était une curiosité que j'avais déjà vue quelque part. Je ne parvenais pas à la situer. Peut-être dans un portrait, ou sur une main vivante posée sur la coudoir d'un fauteuil, une de ces subtiles signatures physiques plus individuelles que le visage. Cette pensée se dissipa avec la bougie. La maison reprit son doux souffle. Au loin, là-bas, là où les domestiques s'accordent à leur propre rythme, quelque chose tic-taqua, répondit et se calma. Quoi qu'il en soit, cela avait la satisfaction d'une porte habituée à se fermer depuis longtemps. Chapitre 2. Le matin avant la tempête. Je crois que chaque vieille maison anglaise a son propre rythme de réveil, un mélange de domestique et de conspiration. À Renfield Hall, le premier son qui parvint à mes oreilles ne fut ni le chant du coq, ni le tintement d'un seau dans la cour, mais le carillon lointain de l'horloge du hall, annonçant 8 heures avec l'autorité sereine d'un objet qui résonnait depuis 2 siècles. Une légère odeur de café, riche, sombre et légèrement exotique, flottait par l'entrebâillement sous la porte de ma chambre. On entendait aussi le léger sifflement de la pluie contre les fenêtres, si fin et persistant que le ciel, derrière mes rideaux, ressemblait à une mousseline grise déployée à travers le monde. Ce bruit rendait la maison encore plus fermée, plus indépendante. Je m'habillai rapidement, avec une légère impatience à l'idée de l'exposition promise le matin même à la longue galerie. L'étrange dessin de Sylvie,
réalisé la veille, persistait dans mon esprit comme une corde sensible. Un enfant qui dessinait de telles choses, non pas avec une fioriture gothique, mais avec une vérité pure et simple, était un phénomène vraiment curieux. En descendant l'escalier principal, je croisai Miss Whitcomb, qui sortait du salon avec un panier bien rangé de correspondances en équilibre sur un avant-bras. « Lady Winifred est dans la salle à manger, capitaine Hastings, » dit-elle avec son efficacité habituelle. « Madame Vale et Monsieur Keene sont déjà là. »« Et Sylvie ?» demandai-je avec un intérêt désinvolte. « Elle préfère prendre son petit déjeuner seule quand elle travaille, » répondit mademoiselle Whitcomb, avec une légère insistance sur le mot « fonctionnement ». Lady Winifred se laisse aller à cela. Quand j'entrai dans la salle du petit déjeuner, le feu flambait déjà, luttant contre le froid humide. Les fenêtres donnaient sur la pelouse sud, floue et scintillante sous la pluie. Au bout de la longue table, Lady Winifred, vêtue d'une robe de chambre bleu pâle, servait du café à Madame Vale. Monsieur Keene, adossé à sa chaise, une jambe croisée sur l'autre, beurrait nonchalamment des toasts tout en lisant le Morning Post. « Bonjour, capitaine », lança Lady Winifred d'un ton enjoué. « Vous avez apporté le beau temps avec vous. Parfait pour retenir les invités à l'intérieur, où ils ne peuvent échapper à mon programme. »« Je n'oserais même pas imaginer m'échapper, » dis-je en m'asseyant à côté de Madame Vale. Elle m'a lancé un de ses regards rapides et pénétrants. « On verra si tu continues à dire ça d'ici l'après-midi. » Le petit déjeuner à Renfield était clairement décontracté. Café, œufs, bacon et une sélection de muffins qui semblaient préparés par un cuisinier fier de lui. La conversation fut d'abord légère. Une remarque sur la pluie, une remarque sur une chasse locale. Mais c'est M. Keene qui orienta la conversation vers l'événement du matin. « J'avoue, » dit-il en pliant son journal avec une précision chirurgicale, « que je ne suis pas tant intéressé par l'étoile de Madame Vale. Pardonnez-moi, Aurélia, que par ce que la jeune fille a produit. » Madame Vale eut un léger sourire, sans chaleur. « Et pourquoi, Barnaby? Est-ce parce que tu peux critiquer un enfant sans risquer ta réputation? »« Parce que, » répondit Keene d'un ton neutre, « les enfants sont parfois les critiques les plus honnêtes. Ils n'ont pas encore appris à flatter pour obtenir un avantage ou à mentir pour obtenir la paix. » Lady Winifred intervint vivement. « Sylvie a un don, certes, mais elle n'est encore qu'une enfant. Je ne la laisserai pas harceler comme un animal exotique dans un zoo. C'est une exposition familiale, pas un procès à Old Bailey. » Les yeux de Madame Vale brillèrent. « L'art est un procès, Winifred. Chaque œuvre d'art est un témoin dans le procès contre son créateur. » La légère tension fut interrompue par l'arrivée du docteur Pierce, secouant les gouttes de pluie de son manteau. « Quel temps maussade !» remarqua-t-il en acceptant le café de Lady Winifred. « J'ai croisé Sylvie dans le couloir nord, carnet de croquis sous le bras. On aurait dit qu'elle avait vu un fantôme. Cela m'a piqué l'oreille. « Un fantôme ?» ai-je répété. « Une façon de parler, Hastings, » dit le docteur Pierce en souriant. Mais elle était pâle et pressée. Je l'ai appelée, mais elle ne s'est pas arrêtée. Lady Winifred fronça légèrement les sourcils. « Je lui parlerai plus tard. Elle est peut-être nerveuse à l'idée de montrer ses dessins. » Le ton de Madame Vale était sec. Ou peut-être a-t-elle vu quelque chose qui mérite d'être dessiné. La pluie continuait sans relâche, et vers 10 heures, nous étions tous réunis dans la longue galerie. Les hautes fenêtres ne laissaient entrer qu'une lumière nacrée, mais la lucarne nouvellement installée donnait une lueur diffuse aux toiles sous leur toile de lin. L'odeur du vernis était plus forte ici, mêlée au léger souffle froid du sol en pierre. Au fond de la pièce, Sylvie se tenait debout, son carnet fermé, le regard perdu dans le vide. Lorsque Lady Winifred l'appela, elle obéit sans hésitation, mais elle était réservée, renfermée sur elle-même, ce qui n'était pas le cas la veille. Le dévoilement a commencé par les portraits de Madame Vale, des œuvres audacieuses et sans compromis, qui saisissaient leur sujet dans des moments de vérité insoupçonnée. Un murmure d'appréciation s'est fait entendre parmi les invités, bien que les éloges de M. Keene aient été nuancés par une nuance subtile. Puis vint le tour de Sylvie.
Ces dessins étaient disposés en séquence le long du mur du fond, chacun monté simplement sur du carton crème. Délicats et précis, chaque trait était chargé d'une intensité qui trahissait son âge. La première représentait la longue galerie elle-même, vide, avec seulement la lucarne et un rayon de soleil éclairant une unique chaise. La deuxième représentait la pelouse sud depuis une fenêtre à l'étage. La troisième, et là j'ai vu Madame Val se pencher en avant avec intérêt, représentait la salle des saules. C'était exactement comme dans le croquis qu'elle m'avait montré la nuit précédente. Le tapis à chevrons, la bergère en porcelaine sur la cheminée, et cette même silhouette tombée sur le sol. Mais maintenant, le visage était visible. C'était Julian Lytton. La ressemblance était indéniable. La mâchoire forte, la courbe légèrement moqueuse de la bouche, les cheveux tombant juste sur le front. Un bras était tendu, la main gauche toujours courbée de cette façon particulière, et dans la paume ouverte reposait un crayon cassé en deux. La pièce devint très silencieuse. La voix de Lady Winifred, lorsqu'elle se fit entendre, était vive, presque trop vive. « Sylvie, ma chère, peut-être serait-il préférable de garder celle-ci pour votre folio personnel. » Julian rit légèrement. « Je ne savais pas que j'avais l'air si intéressant mort. Tu as peut-être un avenir dans l'illustration policière, Sylvie. » Sylvie ne dit rien. Elle ferma simplement son carnet et recula. J'ai remarqué que Poirot aurait été fasciné par les expressions dans cette pièce à ce moment-là. Le scintillement de quelque chose d'illisible dans les yeux de Madame Vale, le regard rapide du révérend Bloom vers l'enfant, la soudaine tension dans la bouche de Lady Winifred. Et moi, pour ma part, je ne pouvais m'empêcher de penser que si ce n'était là que de l'imagination, c'était une imagination d'une précision troublante. Chapitre 3. Le premier présage. C'était une chose curieuse, la façon dont une humeur peut s'emparer d'une maison. Lorsque nous avons quitté la Long Gallery ce matin-là, l'air était subtilement différent, pas plus lourd exactement, mais comme si quelque chose à Renfield Hall avait décidé de retenir son souffle. L'exposition ne s'est pas déroulée avec les applaudissements polis que Lady Winifred avait sans doute imaginés. Les conversations qui ont suivi ont été dispersées et étrangement gênées. Les politesses habituelles, remarquables, n'est-ce pas, ou quel potentiel pour une si jeune personne, étaient absentes ou prononcées avec cette vivacité fragile que les Anglais réservent au moment où ils sont dérangés en privé. Julian, dont la représentation cadavérique avait été au cœur de ce malaise, prit la chose avec une humeur qui semblait de prime abord bonne. Il alla jusqu'à déclarer qu'il pourrait encadrer le dessin de Sylvie pour son appartement à Londres, pour me rappeler à quoi je ressemblerais si un mari jaloux me surprenait enfin. C'était une plaisanterie destinée à détendre l'atmosphère, mais elle fit un bruit sourd. Madame Vale esquissa un mince sourire. Le révérend Bloom s'agita, mal à l'aise, sur sa chaise. Le docteur Pierce sirota son café comme s'il demandait une étude approfondie. Sylvie elle-même était absente des conversations post-exposition. Elle avait disparu discrètement après que les dessins eurent été retirés de la vue, s'éclipsant avec l'assurance silencieuse de quelqu'un qui n'exige ni ne sollicite la permission. À midi, la pluie s'était réduite à une bruine persistante. Lady Winifred proposa que le groupe déjeune dans la petite salle à manger, qui donnait sur le jardin d'herbes aromatiques. Cela, a-t-elle dit, créerait une atmosphère moins formelle, plus propice à la conversation. En vérité, cela ressemblait davantage à un regroupement tactique. Je me suis retrouvé entre le docteur Pierce et le révérend Bloom. Le premier était plutôt sympathique, mais la conversation du pasteur s'orientait sans cesse vers la jeunesse impressionnable et l'influence de l'art sur la morale. Il était clair qu'il trouvait la représentation de Julian mort par Sylvie non seulement morbide, mais peut-être même inappropriée. Ce n'est pas simplement le contenu, a-t-il déclaré à un moment donné, en coupant son agneau avec de petits coups précis, mais l'insistance de l'image. Un enfant devrait dessiner des fleurs, ou peut-être un animal de compagnie, et non des cadavres. Le docteur Pierce émit un léger reniflement. J'ai connu plein d'enfants en bonne santé qui avaient un penchant pour le macabre. Ça ne veut rien dire du tout. Cela peut signifier plus que tu ne le penses, répondit Bloom gravement.
Parfois, l'image précède l'acte. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la remarque de Sylvie la veille au soir. Quand vous dessinez une pièce, la pièce dessine ce qu'elle veut. C'est peu après le déjeuner que le premier événement inquiétant s'est produit. J'étais entré dans le hall pour consulter le plan des sentiers pédestres du quartier, conservé dans un tiroir près de la porte d'entrée. Quelque part dans le couloir du fond, j'entendis le bruit distinct d'une porte qui claquait, suivi de pas précipités remontant l'étroit escalier de service. Un instant plus tard, Julian surgit du même couloir, ajustant le revers de son manteau. Il leva les yeux, croisa mon regard et esquissa un sourire nonchalant, légèrement moqueur, qui lui était propre. « Je viens juste sauver une demoiselle en détresse, » dit-il. La servante s'est enfermée dans la lingerie. Son ton était léger, mais ses yeux, ou peut-être était-ce la rapidité avec laquelle il boutonnait ses manchettes, me parurent incongrus. Avant que je puisse répondre, Mademoiselle Whitcomb descendit d'un pas rapide l'escalier principal. Son regard passa de Julian à moi, puis au couloir de service. « Quelqu'un a vu Sylvie ?» demanda-t-elle. Le sourire de Julian s'élargit. « Elle a disparu. »« Elle n'est pas là où elle devrait être, » dit brièvement Miss Whitcomb, et sans attendre de réponse, elle se retourna et s'éloigna en direction de l'aile nord. C'est peut-être une demi-heure plus tard que la deuxième perturbation est survenue. Lady Winifred était au salon avec Madame Vell et M. Keene, engagés dans une discussion animée sur la question de savoir si l'art devait choquer, lorsque le docteur Pierce entra sans frapper. Son expression habituellement placide était teintée d'inquiétude. « Il y a eu un petit accident, » dit-il. Julian a fait une chute. Le visage de Lady Winifred pâlit. « Où ?»« Dans la salle Willow, » répondit le docteur Pierce. Il dit avoir glissé sur le tapis et s'être cogné la tête contre l'âtre. Il est conscient, mais un peu secoué. La chambre des saules. L'image du dessin de Sylvie m'est venue à l'esprit comme une photographie derrière mes paupières. Le même tapis, le même foyer, la même silhouette tombée. À notre arrivée, Julian était assis dans le fauteuil près du feu, un tissu plié pressé contre sa tempe. Il y avait bien une petite coupure, quoique plus irritante que dangereuse. La bergère en porcelaine sur la cheminée semblait observer la scène avec son indifférence habituelle. « Ce n'est rien, » insista Julian. « C'est juste maladroit. » Le docteur Pierce ne se laissa pas si facilement convaincre. « Vous étiez allongé par terre quand je vous ai trouvé, » dit-il, « et pendant un instant vous n'avez pas semblé tout à fait présente. » Julian rit, même si ce fut un peu trop rapide. Peut-être que je me suis évanoui, peut-être que la salle du saule est tentée. Demande à Sylvie, c'est la spécialiste des cadavres. La remarque n'a pas provoqué de rire. Lady Winifred s'occupa de lui tendant une couverture et insistant pour qu'il reste assis, jusqu'à ce qu'il ait bu un cognac revigorant. Et pendant tout ce temps, je ne pouvais ignorer la façon dont le révérend Bloom se tenait à l'écart du groupe, les yeux fixés sur le tapis à chevrons, comme s'il mesurait quelque chose que lui seul pouvait voir. Chapitre 4. L'arrivée d'Hercule Poirot. S'il y a une chose que j'ai apprise au cours de mes années passées en compagnie d'Hercule Poirot, c'est que ces arrivées sont rarement le fruit du hasard. Elles peuvent paraître fortuites, des vacances prises dans le village même où un bijou vient de disparaître, un voyage en train coïncidant avec un meurtre des plus singuliers. Mais j'ai depuis longtemps abandonné l'idée que le hasard joue un rôle important. Ainsi, lorsque Lady Winifred annonça au petit déjeuner le lendemain matin que M. Poirot nous rejoindrait pour le déjeuner, je ne fus nullement surpris. J'avoue cependant que ma curiosité fut piquée. « Comment l'avez-vous convaincu ?» demandai-je, aussi naturellement qu'on peut l'être lorsqu'on parle d'un homme dont la présence annonce généralement des complications. Persuadé ? Absurde, mon cher capitaine Hastings, répondit Lady Winifred en beurrant ses toasts. J'ai simplement mentionné dans une lettre il y a quelques semaines que Sylvie exposait ses dessins. Il m'a répondu qu'il se trouvait à Bath et qu'il pourrait venir en bateau. Si mon hospitalité s'étendait à un détective belge aussi humble, je crois que ce sont ces mots exacts. Je ne dis rien,
Mais je repensais à l'étrange dessin de Sylvie représentant Julian allongé dans la salle Willow, et au prétendu accident de Julian là-bas hier après-midi. Le timing de Poirot, comme toujours, était impeccable. Il était un peu plus de midi quand le bruit d'une voiture sur le gravier annonça son arrivée. Je descendis le retrouver dans le hall, où le feu flamboyait avec éclat contre le froid humide revenu avec la brume matinale. Il sortit d'un salon gris foncé impeccable, vêtu comme toujours d'un costume sur mesure, ses chaussures vernies luisant malgré le temps. Son chapeau était placé à un angle précis, et ses moustaches, ses redoutables sabres jumeaux, étaient cirés à la perfection. « Ah, mon ami Hastings !» s'exclama-t-il en tendant les mains. « Je vous retrouve dans une maison parfaitement propice à la commission d'un crime. Dites-moi, est-il déjà commis, ou arriverai-je à temps pour l'empêcher ?» J'ai ri, non sans une pointe de malaise. « Nous n'avons pas eu de meurtre, Poirot, à part 1 ou 2 incidents étranges. Je suis sûr que tu te feras ta propre opinion bien assez tôt. »« Je le fais toujours, » dit-il avec ce petit sourire satisfait. Lady Winifred l'accueillit chaleureusement et le plaça à la tête de la table du déjeuner, comme s'il s'agissait d'un dignitaire en visite. Les autres convives l'accueillirent avec plus ou moins de curiosité. M. Barnaby Keene, après une brève introduction, a fait remarquer avec une politesse sèche. « Je suppose que nous devons nous attendre à ce que tout le monde ici soit bientôt suspect, monsieur Poirot ?» Poirot inclina gravement la tête. « C'est la nature humaine, monsieur, mais la plupart l'ignorent. » Madame Val, qui l'observait avec un intérêt ouvert, lui demanda « Trouvez-vous les artistes plus difficiles ou plus faciles à lire que les gens ordinaires ?»« Mais madame, il n'y a pas de gens ordinaires, et l'artiste est parfois plus facile à déchiffrer, parfois plus difficile, car il peut cacher sa vérité au grand jour. Mais toujours, il l'a dit. » Le révérend Bloom, qui était resté silencieux jusque-là, demanda d'un ton doux. « Et croyez-vous, monsieur Poirot, qu'un enfant puisse dire une vérité qu'il ne comprend pas encore ?» Le regard de Poirot se porta brièvement sur Sylvie, assise tranquillement à côté de Lady Winifred. « Oh oui, monsieur le révérend. Et parfois, c'est à d'autres de comprendre à sa place. » Sylvie leva alors les yeux vers lui, et je pouvais jurer qu'il y avait une lueur de reconnaissance dans son expression, comme si elle avait effectivement vu cette photo de lui qu'elle m'avait décrite. Après le déjeuner, Poirot proposa que nous prenions un café dans le Willow Room. Ce choix était délibéré. J'aperçus le léger haussement de sourcils de Lady Winifred et le rapide coup d'œil que Julian lui lança. « Quelle charmante petite pièce !» dit Poirot en entrant. « Et vous, mon cher Julian, c'est ici que vous avez eu votre accident, n'est-ce pas ?» Julian sourit facilement. « Un accident est le mot juste. J'ai trébuché sur le tapis, rien de plus. » Poirot se déplaçait lentement dans la pièce, son regard scrutant chaque détail. La bergère en porcelaine sur la cheminée, le tapis à chevrons, le miroir ovale, la table avec son assortiment soigné d'objets d'écriture. Il s'agenouilla, à l'improviste, et passa du doigt une légère éraflure sur le rebord de l'âtre. « murmura-t-il. « C'est curieux, la façon dont les accidents laissent derrière eux les traces d'une intention. » Julian rit, même si cela semblait un peu forcé. « Si tu peux en déduire quelque chose, tu es un homme meilleur que la plupart. »« Cela, mon ami, » répondit Poirot en se redressant, « je n'en doute pas. » Alors que nous quittions la pièce, je me suis approché de lui. « Tu penses que ce n'était pas un accident ?» demandai-je doucement. Les yeux de Poirot pétillèrent. « Hastings, si quelqu'un prétend avoir trébuché sur un tapis, c'est possible. Mais quand ce tapis est à plat, sans un pli, et que le coup à la tête est tel qu'on ne se le donne pas facilement en tombant, alors je me permets une petite curiosité. »« Et tu penses que… » ?»« Je crois, dit-il en baissant la voix, que notre jeune mademoiselle Sylvie a peut-être dessiné une chose qui a déjà été tentée une fois, et qui peut être tentée à nouveau. » Chapitre 5. Conversation dans le brouillard. La météo a conspiré pour nous garder à l'intérieur cet après-midi-là. À 3 heures, la pluie s'était épaissie et formait un brouillard fin et persistant qui pressait les fenêtres, transformant les pelouses en une pâle tache floue.
Renfield Hall ressemblait plus que jamais à une île coupée du reste du monde. Poirot, bien sûr, tira le meilleur parti de ce confinement. Il déclara que c'était un jour pour les petites cellules grises, pas pour les petites bottes mouillées, et entreprit d'engager avec chacun des habitants de la maison ce qui semblait, à première vue, être la plus aimable des conversations. J'avais déjà vu cela, ces questions douces, cette attention flatteuse, cette façon dont il laissait les gens se persuader d'en dire plus qu'ils ne le voulaient. Lady Winifred, charmée et peut-être un peu flattée, lui montra sa collection de miniatures dans le petit salon. Madame Vell parla longuement de sa philosophie du portrait, employant des termes si absolus que même M. Keene ne put s'empêcher de sourire. Le révérend Bloom disserta gravement sur le devoir moral, même si je remarquai qu'il serrait les bras de son fauteuil dès que le sujet de Sylvie était évoqué. C'est avec Juliane que Poirot s'attarda le plus. Je les rejoignis près du feu dans la bibliothèque, où Juliane feuilletait un ouvrage sur l'architecture du XVIIIe siècle. « Vous n'avez pas eu de chance ces derniers temps, monsieur, » commença Poirot, comme s'il faisait une remarque sur le temps. Juliane leva les yeux. « Tu parles de ma chute dans la salle des saules ? Pas vraiment de la malchance, plutôt un moment d'inattention. »« Ah, mais parfois, » dit doucement Poirot, « les moments où nous sommes inattentifs sont ceux que les autres choisissent pour nous. » Les yeux de Juliane se plissèrent, mais son sourire demeura intact. « Si vous insinuez que quelqu'un a tenté de me faire du mal, j'ai bien peur que vous soyez déçu. Ce n'est pas une maison de méchants, monsieur Poirot, mais simplement une maison d'excentricité. »« Mais oui, » acquiesça Poirot d'une voix doucereuse, « des excentricités, et peut-être des secrets. Dites-moi, vous connaissiez les parents de mademoiselle Sylvie ? » Le ton de Juliane changea, s'éclaircit. Trop. Pas bien. Elle était enfant quand elle est arrivée ici. Son père était une sorte de journaliste à l'étranger, n'est-ce pas, tante Winifred ? Poirot inclina la tête. C'est ce que j'ai entendu dire. Juliane referma le livre d'un claquement de doigts. Eh bien, si tu veux des potins, tu auras plus de chance avec Keene. Je dois écrire quelques lettres. Il partit, et Poirot le regarda partir avec ce petit sourire léger qui, je le savais, signifiait qu'il avait remarqué plus de choses qu'il ne dirait encore. En fin d'après-midi, j'ai retrouvé Sylvie dans le couloir nord, debout près d'une fenêtre donnant sur le labyrinthe d'If. Elle dessinait de nouveau, des lignes rapides et précises dans son petit carnet. « C'est le jardin ?» demandai-je en venant me placer à côté d'elle. Elle ne leva pas les yeux. « C'est un plan. Venu d'en haut. » J'ai regardé par-dessus son épaule. Le labyrinthe était là, dessiné en traits noirs nets, mais en son centre, elle avait dessiné un petit cercle, et à l'intérieur, une silhouette allongée sur le ventre. « Tu as fait mourir une autre personne, » dis-je en essayant de rester léger. « Pas fabriquée, » répondit-elle. « Trouvée. »« Sylvie, » commençai-je, mais à cet instant des pas résonnèrent dans le couloir. Elle referma le livre d'un coup sec. C'était Madame Vell, le visage rouge de chaleur à cause du feu. « Lady Winifred vous cherche, capitaine Hastings, » dit-elle. « Il s'agit de réorganiser les tables pour le dîner. » Quand j'ai jeté un coup d'œil à Sylvie, elle s'était déjà éclipsée. Ce soir-là, la maison sembla inhabituellement calme après le dîner. Quelques invités se dirigèrent vers la table de jeu du salon. D'autres se retirèrent tôt. Poirot et moi jouâmes une petite partie d'échecs dans la bibliothèque avant qu'il ne déclare à son tour sa fatigue et ne se retire dans sa chambre. Il était un peu plus de 11 heures quand je l'ai entendu. Un bruit, faible mais distinct, s'éleva d'en bas. Un bruit sourd, suivi du grincement étouffé d'un objet lourd qu'on traîne. Je me levai et traversai jusqu'à la porte. Le couloir était vide, les lampes étaient faibles. Quelque part dans l'aile sud, près de la salle des saules, les bruits avaient cessé. J'ai hésité un instant avant de descendre. La salle Willow était sombre quand j'y suis arrivé, mais la porte était entr'ouverte. Je l'ai poussée. Le feu était faible, projetant une faible lumière orange sur le tapis. Et sur le tapis, exactement comme sur le dessin de Sylvie, gisait Juliane Lytton. Le visage pâle, les yeux mi-clos, un bras tendu, la main gauche tordue de cette façon particulière. Et à côté, un crayon,
cassé net en deux. Seulement cette fois, il n'avait plus du tout de souffle. Chapitre 6. La maison qui veillait. C'est une chose étrange que de voir la mort dans un endroit qui, quelques heures auparavant, semblait rempli de l'agitation ordinaire d'une maison de campagne. La salle Willow, si petite, si bénigne pendant la journée, avait acquis un calme presque sensible, comme si la maison elle-même retenait son souffle pour voir ce que nous allions faire. Je me penchai vivement à côté de Juliane. Son corps était encore chaud, mais le relâchement de sa mâchoire et l'absence de cette résistance subtile qu'on ressent au contact des vivants disaient leur vérité. Le crayon cassé reposait exactement à sa place dans le dessin de Sylvie, les deux moitiés alignées comme par un placement délibéré. Un bruit dans l'embrasure de la porte me fit lever les yeux. Poirot se tenait là, impeccable même à cette heure-ci, son regard sombre parcourant la scène avec une intensité qui semblait éclairer chaque objet de l'intérieur. « Recule, Hastings, » dit-il doucement. « Ne bouge rien, pas encore. » Il s'agenouilla avec précaution, sans toucher Juliane immédiatement, mais examinant sa posture, la position de ses membres, le creux de sa main gauche. Son regard se porta sur l'âtre, puis sur le petit bureau, puis de nouveau sur le tapis. « C'est bien ce que je craignais, » murmura-t-il. La première tentative, Hastings, n'a pas suffi. La seconde a réussi. Quelques minutes plus tard, Lady Winifred, tirée de ses appartements, apparut dans une robe de chambre de soie pâle, le visage blême. Madame Veil la suivait de près, le regard vif et attentif, tandis que le révérend Bloom entrait d'un pas décidé, serrant la chaîne d'un chapelet dans une main. Le docteur Pierce se fraya un chemin à travers eux et tomba aussitôt à genoux à côté de Juliane. Il procéda à un examen très bref avant de lever les yeux et de secouer la tête. Il est parti. Coup à la tête. Violent, délibéré. Ce n'était pas une chute. Les mains de Lady Winifred se crispèrent sur le dossier d'une chaise. Mais pourquoi? Qui? Poirot leva la main. Madame, il faut d'abord sécuriser les lieux. La police sera appelée, mais avant son arrivée, je dois noter certaines choses. Cette maison a de nombreuses portes et de nombreux recoins. Soyons ordonnés. Il se redressa et nous observa tous. Vous me pardonnerez si je vous demande où chacun d'entre vous était pendant la dernière heure. The Alibi. Dame Winifred. Dans sa chambre depuis 10 heures, elle lisait un roman. Mademoiselle Whitcomb lui apporta le thé à 1h30. Elle n'avait pas quitté sa suite. Mademoiselle Whitcomb, dans le salon des domestiques jusqu'à 11h15, a raccommodé le linge. Elle prétend n'être partie qu'après avoir été appelée par la sonnette de Lady Winifred. Madame Val seule dans la longue galerie, dit-elle, prenant des notes sur l'accrochage de ses portraits pour la matinée. Personne ne peut le confirmer. Monsieur Keane, dans le salon, jouant à la patience près du feu. Le docteur Pierce affirme l'avoir vu là vers 11h moins le quart. Docteur Pierce, dans son bloc opératoire, il rédigeait des notes sur un patient qu'il avait vu au village. Il dit n'avoir rien entendu d'inhabituel jusqu'à ce que la servante de Lady Winifred l'appelle. Révérend Bloom, dans la petite chapelle au fond de l'aile nord, en prière. Aucun témoin, mais il insiste sur le fait que la porte de la chapelle était fermée tout le temps. Sylvie Rowanil y eut un silence. Mademoiselle Whitcomb, se tenant très droite, annonça que la jeune fille avait été envoyée dans sa chambre avant 10 heures et qu'elle ne devait pas la quitter. Sylvie, pressée par Poirot, répondit simplement « Je dessinais ». Poirot la regarda longuement, et quelque chose dans son regard sembla s'approfondir. « Et qu'avez-vous dessiné, mademoiselle ?» Sa réponse fut calme. « Le labyrinthe. » Poirot parcourut à nouveau la pièce, cette fois avec plus d'acuité. Il examina le bureau et remarqua une lettre à moitié écrite de la main de Juliane, l'encre étant suffisamment fraîche pour suggérer qu'elle avait été commencée il y a moins d'1 heure. Il inspecta minutieusement le tapis, puis l'âtre, où une légère trace d'une couleur plus sombre que de la cendre maculait le bord de la pierre. Finalement,
Il se tourna vers le miroir ovale au-dessus de la cheminée. « Observe, Hastings, » dit-il doucement. « D'ici, on pourrait se tenir dans l'embrasure de la porte et voir, refléter, la main de la personne assise à la table, et peut-être aussi ce que cette main tenait. Mais plus que cela, le miroir me dit que notre meurtrier n'a pas peur d'être vu, seulement d'être attrapé. Je ne pus m'empêcher de jeter un coup d'œil à chaque visage. Le regard de Madame Veil croisa celui de Poirot avec assurance. La bouche de Keene s'étira en un mince trait contemplatif. Le révérend Bloom baissa les yeux sur son rosaire. Lady Winifred se tenait immobile, pétrifiée. Les mains de mademoiselle Whitcomb étaient immobiles, mais tendues. Seule Sylvie semblait insensible à la tension du moment. Elle observait Poirot comme si elle mémorisait chaque mouvement, comme si la scène qui se déroulait devant elle n'était pas une tragédie, mais un schéma qu'elle devait reproduire avec précision. Lorsque la police arriva enfin, l'inspecteur local, un homme direct et méthodique nommé Corbett, Poirot recula poliment, mais ne quitta pas la pièce. Il se contenta de croiser les bras et d'observer. Je compris alors qu'il était déjà en train d'assembler les pièces du puzzle dans sa tête. Et quand nous avons finalement quitté la Willow Room, la fermant à clé derrière nous, j'ai entendu un léger murmure venant de lui, trop bas pour que quelqu'un d'autre l'entende. Maintenant, Hastings, le jeu commence sérieusement. Chapitre 7. Motif dans le silence. Le matin arriva tard à Renfield. Hâle, comme si la maison elle-même hésitait à se débarrasser du souvenir de la nuit précédente. Le brouillard s'était épaissi pendant la nuit, s'accrochant aux fenêtres comme des nappes opaques. Le labyrinthe d'If était totalement invisible depuis les étages supérieurs. Le monde au-delà des grilles aurait tout aussi bien pu disparaître. Au petit déjeuner, les conversations furent rares et tendues. Lady Winifred présidait avec sa dignité habituelle, même si ses mains s'attardaient plus longtemps que d'habitude sur la théière. Miss Whitcomb versait en silence, avec la prudence délibérée de quelqu'un qui redoute un bruit soudain. La chaise qui avait appartenu à Julian était visiblement vide. On aurait dit qu'elle avait été entièrement retirée, mais Lady Winifred avait insisté pour qu'elle reste là, comme pour reconnaître sans un mot l'absence qu'elle marquait. Poirot, qui beurrait tranquillement des toasts, leva soudain les yeux. « Madame, dit-il à Lady Winifred, si cela ne vous dérange pas, j'aimerais parler à chacun en privé ce matin. Une petite question d'harmonisation des impressions. » Lady Winifred inclina la tête. « Comme vous le souhaitez, monsieur Poirot, nous sommes à votre disposition. » Les interviews de Poirot-Madame Aurélia Vallel étaient la première. Elle entra dans le petit salon, le menton haut, comme si elle s'attendait à un contre-interrogatoire. « Dites-moi, madame, » commença doucement Poirot, « hier soir vous étiez dans la longue galerie ?»« Oui, j'esquisse les arrangements pour les portraits. »« Seule ?» Elle hésita un instant. « Oui. Pourtant la galerie est au fond de la maison. N'as-tu rien entendu d'inhabituel ?» Ses yeux vacillèrent brièvement. La plus petite trahison. Un pas, peut-être, mais dans une maison comme celle-ci, les pas ne sont pas remarquables. « Des pas vont où ?» Elle sourit faiblement. « Ça, monsieur Poirot, je ne peux pas vous le dire. Mon ouïe n'est pas aussi précise que ma vue. » Monsieur Barnaby Keene suivit. Ses manières étaient vives, presque impatientes. « J'ai entendu dire que vous aviez vu le docteur Pierce dans le salon ?» demanda Poirot. « Oui, il est passé par là en montant. Je faisais preuve de patience. »« À quelle heure ?»« 11h moins le quart, peut-être. Je venais de retourner le dernier roi. » Poirot hocha la tête. « Et vous avez quitté le salon quand ?»« Seulement quand j'ai entendu le vacarme. Je déteste les drames, sauf si je les mets par écrit. » Docteur Pierce était calme, ses grandes mains soigneusement jointes. « Je crois savoir que vous vous occupez de la maison de Lady Winifred depuis de nombreuses années, » dit Poirot. « En effet, Julian n'avait pas souvent besoin de mes services, même s'il aurait pu bénéficier de mes conseils de modération. Et hier soir, j'étais dans ma salle d'opération, aile nord, en train de prendre des notes. Je n'ai rien entendu jusqu'à ce que la femme de chambre vienne me chercher. S'il y avait eu du bruit,
L'épaisseur de ces murs l'aurait étouffé. Le révérend Bloomhill arriva, son chapelet à la main. Son regard était clair, sa voix basse. « You were in the chapel, monsieur le révérend ?»« Oui, je prie. J'y garde une bougie jusqu'à minuit. Hier soir, elle brûlait étrangement peu. » « Étrangement ?» Il hésita, comme s'il avait été dérangé. « Mais c'est peut-être une illusion. »« Et tu n'as vu personne ?»« Personne. » Enfin, arrivée Sylvie Rowanel se tenait devant Poirot, son carnet de croquis fermé dans ses mains, comme un enfant présentant ses devoirs. « Tu dessinais hier soir ?» demanda Poirot. « Oui. »« Puis-je voir ?» Elle hésita, puis ouvrit le livre. Sur la page, le labyrinthe d'If était visible d'en haut. Mais maintenant, il y avait plus de détails. Le cercle central agrandi, suggérant un banc de pierre et une petite forme sombre en dessous. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda doucement Poirot. « Ce que j'ai trouvé, » répondit Sylvie, « ce matin, avant le petit déjeuner. »« Quelle chose, mademoiselle ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « Un gant, en cuir. Il était mouillé, et un côté portait une marque, rouge comme de la peinture, ou du sang. À midi, Poirot m'avait envoyé dans le labyrinthe avec son croquis comme guide. Le brouillard faisait apparaître les haies comme des murs, leur odeur humide emplissant l'air. J'ai suivi le chemin sinueux jusqu'au centre, où se dressait le banc de pierre, luisant d'humidité. Là, à moitié caché sous le banc, se trouvait un gant en cuir foncé, pour droitier, de bonne qualité, avec une légère trace de quelque chose qui aurait pu être cramoisi autrefois. Quand je l'ai rapporté, Poirot l'a pris avec la délicatesse d'un homme acceptant un bijou rare. « Mon ami, » murmura-t-il, « dans une maison comme celle-ci, où chaque invité a une raison de rester, un seul gant ne nous dira peut-être pas qui a trait le crime, mais qui je l'ai laissé derrière. » Chapitre 8. Le rassemblement au labyrinthe. Peu après le déjeuner, Poirot proposa, avec une légèreté trompeuse, que les invités puissent profiter d'une petite promenade au grand air. Étant donné que le brouillard était encore épais sur le terrain et que l'humidité s'accrochait au manteau comme un enfant tenace, la suggestion fut accueillie avec plus ou moins d'enthousiasme. Lady Winifred haussa un sourcil. « Vous ne pouvez sûrement pas voir le jardin avec ce temps. » Poirot sourit. « Précisément, madame. C'est par un temps pareil qu'on ne voit pas le jardin, mais personne dedans. » Ainsi, avec un mélange de curiosité et de légère réticence, la maisonnée se rassembla devant le labyrinthe d'If. Les haies, humides, se dressaient telles de sombres sentinelles dans la brume. Poirot prit la tête, Sylvie à ses côtés, son carnet de croquis à la main. Il guida le groupe vers le centre, où le banc de pierre scintillait sous la faible lumière. « Mes amis, » commença Poirot, « je vous ai amenés ici pour une petite démonstration. Ce matin, mademoiselle Sylvie a trouvé quelque chose ici, quelque chose qui m'intéresse beaucoup. » Il sortit le gant de cuir de sa poche. Une légère tache, brun-rouge, marquait encore la paume. Il le tenait délicatement entre le pouce et l'index. « Je crois que l'un d'entre vous a perdu ce document. Le propriétaire va-t-il le réclamer ?» Le silence qui suivit fut parfait et révélateur. Les réactions dame Winifredel parurent surprises, mais reprit rapidement son calme. « Pas les miennes. Je n'ai pas de gants en cuir de ce genre. » Mademoiselle Whitcombe pinça les lèvres. « Trop grand pour moi. » Madame Veilel pencha la tête, les yeux brillants. « Je ne porte pas de gants, sauf pour peindre, et ils sont couverts de pigments. Pas quoi que ce soit. » Quesnel rit sèchement. « Ce n'est pas ma taille, et le sang ne cadre pas avec mes couleurs préférées. Docteur Pierce, je l'ai examiné brièvement. C'est peut-être un gant d'homme, mais ce n'est pas le mien. » Révérend Bloomhill secoua la tête solennellement. « J'ai des gants pour l'hiver, mais ils sont en laine. » Sylvie ne disait rien, elle regardait simplement les visages tour à tour. Poirot parut légèrement amusé. « Ah, c'est donc le gant sans propriétaire. C'est curieux quand on est si peu nombreux. Hastings remarquait ceci. C'est toujours intéressant quand un objet ne revendique personne, car en vérité il appartient souvent à plusieurs personnes. »
Nous rentrâmes à la maison, l'humidité nous poursuivant comme un invité indésirable. Mais Poirot ne congédia pas l'assemblée. Au lieu de cela, il conduisit tout le monde directement à la salle des saules. Le feu avait été rallumé, même si sa chaleur ne parvenait guère à dissiper la fraîcheur ambiante. Poirot s'approcha du bureau, où la lettre inachevée de Julian reposait encore sous son buvard. « Observez, dit-il en soulevant délicatement le buvard. « Voici quelque chose qui n'était pas là hier soir. » Il brandit un petit morceau de papier déchiré, dont le bord était irrégulier, le reste encore humide à cause du brouillard. Il y avait une légère empreinte, celle qu'on laisse en écrivant sur une feuille au-dessus. Les mots étaient incomplets, mais on pouvait à peine les distinguer. « La chose est arrangée. Salle Willow, 11 heures. Pas de témoin. » Un murmure parcourut le groupe. Poirot posa le papier avec précaution. « Tu vois, Hastings, le gant nous parle de la main qui a agi. Le papier nous parle de l'esprit qui a planifié. Et bien qu'il souriait, ses yeux se déplaçaient d'un visage à l'autre avec une intensité qui suggérait qu'il mesurait déjà lequel d'entre eux se fissurerait en premier. » Chapitre 9. La première fissure. Ce soir-là, Renfield Hall s'imprégna du silence propre aux maisons où un meurtre a été commis. Ce n'était pas le calme habituel du coucher, mais le silence qui semble pencher en avant, à l'écoute. Même les domestiques avançaient avec une prudence discrète, comme s'ils craignaient d'être entendus par les murs. Poirot, cependant, ne semblait pas affecté. Il était assis dans le petit salon après le dîner, sirotant son café avec un air de profonde satisfaction. Je connaissais ce regard, le chat devant le canari. À 9h30 précises, il se leva. « Mes amis, dit-il, j'ai réfléchi. Il y a beaucoup de confusion, beaucoup de tristesse, mais il y a aussi la vérité. Et la vérité, c'est qu'elle a une façon de laisser son empreinte dans l'esprit de ceux qui la connaissent. » Les autres levèrent les yeux de leur siège autour de la salle. « Je propose, poursuivit Poirot, que chacun de nous décrive à tour de rôle où nous étions la nuit de la mort de M. Julian. Encore une fois, non pas pour la police, mais pour chacun d'entre nous. La mémoire est une chose curieuse. Répétée, elle peut s'altérer. Sous la pression, elle peut se briser. » Lady Winifred esquissa un sourire méfiant. « Un jeu de société, monsieur Poirot ? » »« Ce n'est pas un jeu, madame, » dit doucement Poirot. « Un test. » Le récit. Ils allèrent dans l'ordre. Lady Winifred dans sa suite, Miss Whitcomb dans le salon des domestiques, Keene dans le salon, le docteur Pierce dans son cabinet, le révérend Bloom dans la chapelle, Madame Veil dans la longue galerie. C'est lorsque Madame Veil a parlé que je l'ai remarqué. La plus petite hésitation avant qu'elle ne prononce le mot seul. Poirot pencha la tête. « Seule, madame ? Même pas interrompu par un visiteur errant ? » Son regard croisa le sien, sans broncher. « Non. Pourquoi le serais-je ? » « Aucune raison, » dit Poirot, mais ses yeux brillaient. « Seulement, il y a une certaine odeur qui flotte dans la salle des saules. Ni de la fumée, ni de l'encaustique. De la térébenthine, peut-être. L'odeur des chiffons d'un peintre. » Pour la première fois, le calme de Madame Veil changea. Elle se pencha légèrement en arrière, comme si elle hésitait à nier. « Je suis passée par là plus tôt dans la soirée, » dit-elle finalement. « Je cherchais Sylvie. Elle avait laissé son carnet de croquis dans la galerie. Je pensais qu'elle était peut-être dans la salle Willow. »« Plus tôt dans la soirée, oui, » répondit Poirot d'une voix douce. « Mais son parfum, elle est plus fraîche quand on la laisse juste avant de la découvrir. » Ses lèvres se pincèrent. « Tu m'accuses de quelque chose ? » ?»« Accusé ? Non, madame. Je fais juste une remarque. Et pourtant, vous ne l'avez pas mentionné plus tôt. Pourquoi dissimuler une visite aussi banale ? » Le regard de Madame Veil se tourna vers Lady Winifred. « Parce que je ne voulais pas susciter de malentendus. Vous avez ici une enfant qui dessine des cadavres avec une précision déconcertante. J'ai préféré ne pas jeter de l'huile sur le feu. » Sylvie, assise tranquillement dans un coin, ne leva pas les yeux, mais je vis ses doigts se crisper sur son carnet de croquis. Poirot laissa l'instant s'écouler, puis se rassit,
comme si de rien n'était. Mais la pièce avait changé. Le vernis de maîtrise de soie polie était plus mince, tendu sur la nervosité. Lorsque le groupe s'est séparé, j'ai suivi Poirot dans le hall. « Tu l'as secoué, dis-je. Il hocha la tête. « C'est nécessaire, Hastings. On secoue la cage pour voir quel oiseau vole. Mais elle n'est pas mon meurtrière. Pas encore. » « Alors pourquoi la presser ?»« Parce que, dit-il en baissant la voix, parfois la vérité que nous recherchons ne concerne pas ce quoi qu'est arrivé, mais quand. Et le plus tôt dans la soirée de Madame Vale pourrait bien se révéler plus tardif qu'elle n'ose l'admettre. » Il était presque minuit lorsqu'une nouvelle ondulation perturba l'air stagnant de Renfield. À peine arrivé dans ma chambre, j'entendis frapper doucement à ma porte. Je l'ouvris et trouvai Sylvie debout, en robe de chambre, son carnet de croquis serré contre sa poitrine. « J'ai dessiné quelque chose, » dit-elle. Je la laissai entrer. Elle ouvrit le livre et me montra à nouveau la salle des saules, mais cette fois, le miroir ovale était au centre de l'attention. Dans son reflet, une silhouette se tenait dans l'embrasure de la porte. Le visage n'a été que partiellement esquissé, mais les détails étaient suffisamment nets pour voir clairement un élément. Un crucifix suspendu bas sur la poitrine. « Hastings, » murmura-t-elle. « Je ne les ai pas vus la nuit dernière. Mais la pièce, oui. » Chapitre 10. Le reflet du miroir. La nuit était d'un silence profond, et Renfield Hall semblait retenir son souffle. Une étrange sensation s'était emparée de la maison depuis la mort de Julian, comme si chaque pièce attendait quelque chose, sans que personne ne sache précisément quoi. Je restai un moment assis dans ma chambre, la faible lueur des bougies projetant de longues ombres sur les murs. Le dessin de Sylvie représentant le miroir de la chambre Willow persistait dans mon esprit, une pièce de puzzle inquiétante qui ne s'emboîtait pas encore. La silhouette dans le reflet, à peine dessinée, semblait suggérer une présence autrefois présente, mais désormais disparue. Sylvie, calme et intuitive, avait saisi quelque chose de subtil dans ce croquis, quelque chose de plus que la simple image d'une pièce. Le lendemain matin, Poirot n'attendit pas qu'on lui demande ses intentions. Il se leva tôt et fit venir tous les invités dans la grande galerie. Il n'y avait aucune trace de tension dans ses manières, mais l'atmosphère entre nous était différente, tendue, pleine d'attente. Une fois réunis, Poirot parla calmement, mais avec ce silence pénétrant qui précédait toujours un tournant important. « Cette maison, mes amis, est pleine de passages, de recoins et de portes dérobées. Mais il y a une porte dont nous n'avons pas parlé et que nous devons maintenant examiner. » Nous échangeâmes tous des regards perplexes. Lady Winifred, d'habitude si posée, regarda Poirot avec un mélange de curiosité et de malaise. « La chambre des saules, » poursuivit-il d'une voix douce, « n'est pas une pièce ordinaire. Elle a son propre rythme, dirons-nous. Les meubles sont disposés avec le soin d'un collectionneur, mais il y a plus que cela. » Il marqua une pause, nous laissant le temps de digérer ses paroles. « Hier soir, mademoiselle Sylvie a vu quelque chose dans le miroir. Une ombre, une silhouette debout à la porte. Et si cette silhouette n'était pas un simple reflet ?» Poirot se tourna vers Sylvie, assise près de la fenêtre, son carnet de croquis posé sur ses genoux. Elle ne leva pas les yeux, mais hocha simplement la tête en signe d'accord. « Le miroir, » dit Poirot en s'approchant lentement, « est notre témoin. Il a vu quelque chose et il s'en souvient. Il nous dit qui se tenait ici, dans l'embrasure de la porte, même si cette personne n'était pas censée être vue. » Il s'approcha du miroir et l'inspecta d'un œil exercé. La forme dans le reflet, je crois, était plus qu'un simple fantôme de lumière. C'était une présence physique. Quelqu'un est passé par ici. La démonstration Poirot nous plaça tous en position. Lady Winifred d'un côté de la pièce, Madame Vale près du bureau, le révérend Bloom près de la fenêtre, et les autres soigneusement espacés. Il dirigea chacun de nous, non pas avec force, mais avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. « J'ai besoin que vous imaginiez tous la scène. »
dit Poirot d'une voix calme mais ferme. Recréons l'instant. Si le meurtrier était dans cette pièce, ce n'était pas par hasard. J'observais avec un malaise grandissant Poirot installer chacun à sa place. Sylvie se tenait près de la porte, immobile et silencieuse, ses yeux ne quittant pas Poirot tandis qu'il poursuivait ses instructions. « Maintenant, dit Poirot en se tournant vers nous, je voudrais que vous vous souveniez de ce que vous avez fait hier soir. L'un de vous est entré dans cette pièce. » Son regard se posa sur nous. « Et l'un d'entre vous, peut-être plusieurs, a quelque chose à cacher. » Il fit un geste vers le miroir. « Nous savons maintenant que le meurtrier se tenait ici, sur le seuil. Mais comment a-t-il pu pénétrer dans la pièce sans être vu? La réponse se trouve dans la maison elle-même, dans son agencement, dans ses recoins. Nous devons regarder à nouveau, avec un regard neuf, ce que nous avons négligé. » La découverte Poirot désigna alors une petite partie de la pièce, près du mur du fond. « Remarquez la légère imperfection des boiseries, » dit-il en s'approchant de la zone avec une précision que je n'aurais pas attendue d'un homme de sa stature. « C'est une fausse porte, un passage secret peut-être, menant à la salle des saules depuis l'aile adjacente. Une porte étroite et dissimulée, conçue pour n'être utilisée que par ceux qui en connaissaient l'existence. Il y eut un changement collectif dans la salle, un souffle de surprise audible. Le révérend Bloom fut le premier à prendre la parole. « Suggérez-vous que quelqu'un aurait pu passer par là hier soir, sans être vu ?» Poirot hocha la tête. « Oui, et si quelqu'un l'avait fait, il aurait pu éviter les couloirs principaux, éviter tout témoin. Il aurait eu l'occasion idéale. » Son regard parcourut les visages des invités. « Et je crois qu'il y a une personne dans cette salle qui connaissait cette porte secrète et qui l'a utilisée à son avantage. » La confrontation. Le silence pesa un instant. Puis Poirot reprit la parole, d'une voix basse mais résolue. « Mademoiselle Sylvie, vous avez fait preuve d'une observation singulière. Vous avez vu la vérité là où d'autres n'ont vu que des reflets. Hier soir, vous saviez quelque chose, et vous l'avez dessinée. Vous avez dessiné la silhouette dans le miroir, celle qui se tenait près de la porte. » Le regard de Sylvie croisa le sien, même si je percevais un léger tremblement dans ses mains. Elle dessinait depuis le début, pas seulement au crayon, mais avec la connaissance silencieuse et tacite d'un esprit qui voyait des choses que les autres ignoraient. Elle déglutit, puis hocha lentement la tête. « Je savais qu'il y avait quelqu'un dans la pièce, » dit-elle d'une voix douce mais ferme, « mais je ne savais pas qui. » Les yeux de Poirot se plissèrent. « Et pourtant, vous aviez déjà des soupçons. Le gant, celui retrouvé dans le labyrinthe, c'était votre premier indice. Vous saviez qu'il n'avait pas été simplement laissé là, mais abandonné par quelqu'un qui avait traversé le labyrinthe après le crime. » Sylvie ne dit rien, mais le léger mouvement de ses lèvres trahissait une lueur de reconnaissance. Elle comprenait exactement où Poirot voulait en venir. Poirot poursuivit d'un ton calme mais lourd de sens. « Et maintenant, mademoiselle Sylvie, vous savez que ce que vous avez dessiné, la silhouette dans le miroir, n'était pas le fruit de votre imagination. C'était le meurtrier, la personne qui est entrée par cette porte dérobée. » Chapitre 11. La réflexion finale. La tension dans la pièce était si intense qu'elle semblait peser sur les murs, un poids silencieux et invisible. La découverte du passage secret et du reflet dans le miroir avait brisé le calme de Renfield Hall. Tous les regards étaient rivés sur Sylvie, dont le sang-froid vacillait un instant tandis que les mots de Poirot restaient suspendus dans l'air, exigeant une réponse. La jeune fille se tenait là, immobile comme une pierre, son carnet serré contre sa poitrine. On aurait dit qu'elle avait déjà écrit le dernier chapitre de cette sombre histoire et qu'elle attendait maintenant le dernier mot. Poirot s'avança vers elle, chaque pas mesuré, posé. « Mademoiselle Sylvie, » dit-il d'une voix basse mais claire, « vous saviez quelque chose qu'aucun de nous ne savait. Vous avez vu une vérité qui nous échappait. La silhouette dans le miroir, le gant, la porte secrète. Tous ces indices menaient à la même personne. » Les lèvres de Sylvie s'entr'ouvrirent légèrement, mais elle resta silencieuse. Elle n'était plus une enfant animée d'une simple curiosité artistique.
Elle était un témoin silencieux, retenant une vérité trop dangereuse pour être dite. Poirot, sentant son hésitation, tourna son regard vers le reste de la pièce. Les autres invités l'observaient attentivement, mais personne ne parlait. Le visage de madame Veil était indéchiffrable. Le révérend Bloom avait les yeux baissés, comme en prière, et mademoiselle Whitcomb se tenait telle une sentinelle, les bras croisés. Lady Winifred était figée, son regard oscillant entre Poirot et Sylvie, comme si elle s'attendait à ce que l'enfant prenne soudain la parole. Les yeux de Poirot brillèrent lorsqu'il se tourna vers Sylvie. « La question n'est plus de savoir ce que vous avez vu, mademoiselle, mais qui vous avez vu. Qui est entré dans cette pièce hier soir, et pourquoi ?» Sylvie ferma les yeux un instant, et lorsqu'elle les rouvrit, je perçus une vague trace de tristesse. Elle s'avança, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je l'ai vu, lui. Mais je n'ai compris que plus tard. J'ai cru à un jeu de lumière, à quelque chose d'illogique dans le reflet. Puis je me suis souvenu du gant. « Le gant, » répéta Poirot, « celui que tu as trouvé dans le labyrinthe. »« Oui. » Sylvie prit une profonde inspiration. C'était le même que celui du dessin, celui qui appartenait au meurtrier. Un silence soudain s'abattit sur la pièce tandis que le regard de Poirot se posait lentement sur le révérend Bloom, dont les yeux étaient maintenant rivés sur ceux de Sylvie. L'espace d'un instant, un échange muet s'engagea entre eux, une lutte de pouvoir silencieuse. La voix de Poirot rompit le silence. « Monsieur Bloom, pourriez-vous m'expliquer ce que vous avez fait hier soir ?» Le visage du révérend Bloom pâlit et ses lèvres se pincèrent. Pendant un long moment, il resta silencieux, mais la tension de ses yeux révélait une histoire inattendue. Puis, enfin, il parla, d'une voix ferme mais basse. « Je ne sais pas ce que tu veux dire, Poirot. » Poirot s'avança, la voix plus forte. « Je veux dire que vous, révérend Bloom, avez utilisé la porte secrète. Vous la connaissiez. Vous l'avez utilisée pour entrer dans la salle des saules et tuer Julian Lytton. » La révélation. Le visage du révérend. Bloom se tordit en une grimace de frustration. Il recula d'un pas, la main se portant instinctivement vers sa poche, mais Poirot fut plus prompte, les yeux plissés. « Tu ne pensais pas que je remarquerais, n'est-ce pas? Tu ne pensais pas que je ferais le lien entre les détails? La porte secrète, le gant, le reflet de la silhouette dans le miroir. Tu pensais pouvoir échapper à la détection. »« Non, non, » murmura le révérend Bloom, presque pour lui-même. Il serra les poings, les jointures blanches. « Je n'ai pas voulu que ça arrive. Je n'ai jamais voulu que ça se termine comme ça. » L'expression de Poirot s'adoucit un instant, avant de se durcir à nouveau. « Vous ne vouliez pas le tuer, dites-vous, mais vous vouliez le punir, n'est-ce pas? Pour ses crimes. » Le visage du révérend pâlit davantage et il baissa les yeux vers le sol, incapable de soutenir le regard de qui que ce soit. Je ne savais pas quoi faire. Je connaissais son passé, ses liaisons avec les femmes, tous. J'ai dû l'arrêter. Je le devais. Le motif. La voix de Poirot se fit plus basse, comme s'il rassemblait lentement les derniers fils de l'histoire. La liaison de Julian Lytton avec votre sœur, avec votre femme, avec toutes les femmes qui venaient à Renfield. C'était là le cœur de votre colère, n'est-ce pas, monsieur Bloom? Mais ce n'était pas que ça. Non, vous vouliez le dénoncer pour ce qu'il était vraiment. Un homme sans morale, sans conscience. Vous vouliez le punir, lui faire sentir le poids de ses actes. La respiration du révérend s'accéléra. Il s'affala sur une chaise, la tête baissée. « Il a tout gâché, » murmura-t-il. « J'ai essayé de le prévenir, de le faire arrêter, mais il s'en fichait. Il n'écoutait jamais. Il se fichait de tout le monde. » Poirot hocha gravement la tête. « Alors tu as pris les choses en main. Tu as attendu que Julian soit seul dans la salle Willow, puis tu l'as suivi par la porte dérobée. Tu l'as frappé à la tête avec la même arme que précédemment. La force contondante d'un objet lourd, peut-être le coin du bureau. Et lorsqu'il est tombé, tu as soigneusement arrangé la scène, laissant le crayon cassé comme symbole de ton acte.
Les épaules du révérend Bloom tremblèrent d'émotion, mais il ne dit rien. Il savait, comme Poirot, qu'il n'y avait plus moyen d'échapper à la vérité. L'étape finale. Poirot se tourna vers les autres, l'air sombre mais résolu. Le meurtre n'était pas seulement un acte de vengeance, c'était un appel à la justice. Mais la justice, lorsqu'elle est obtenue par la violence, devient sa propre trahison. La colère du révérend Bloom obscurcit son jugement, et il ne réalisa pas qu'en tentant de révéler les péchés de Julian, il serait contraint de porter le poids des siens. Les yeux de Sylvie étaient écarquillés, son visage pâle, mais une satisfaction silencieuse se lisait dans son expression. Elle avait dessiné la vérité avant que quiconque ne la voie. Le miroir, étrangement, avait fourni la dernière pièce du puzzle. Poirot recula, laissant le poids de la révélation peser sur la pièce. C'est fini maintenant. La vérité est claire. Le révérend Bloom restait immobile, le visage empreint de remords. Il n'y avait aucune défiance, aucune résistance, seulement l'acceptation silencieuse d'un homme qui savait qu'il avait été pris, non par hasard, mais par la logique méticuleuse d'Hercule Poirot. Chapitre 12. L'énigme finale. Le lendemain matin de la confession, Renfield Hall sembla s'essouffler comme s'il avait retenu son souffle pendant des semaines. Le brouillard, qui avait si profondément enveloppé le domaine de mystère, s'était enfin dissipé, révélant les jardins dans leur majesté automnale. Mais la maison elle-même paraissait différente, comme si l'ombre du meurtre avait été bannie, ne serait-ce que pour un instant. Il était tôt, juste après le petit déjeuner, lorsque Poirot m'appela pour le rejoindre dans le bureau. Les autres étaient rassemblés en bas, probablement encore sous le choc de la révélation. Un calme presque surnaturel régnait désormais dans l'air, et j'avais l'impression que la maison elle-même s'adaptait à un nouveau rythme, un rythme qui ne portait plus le poids de la suspicion. Poirot se tenait près de la fenêtre, les mains jointes derrière le dos. Son regard était fixé sur la cour, où les arbres se dressaient, témoignage silencieux du passage du temps. « Mon ami », Poirot dit doucement, « vous voyez, c'est le moment où tout bon détective connaît la réponse, mais doit attendre pour la dire. » Je haussai un sourcil, incertain de ce qu'il voulait dire. « L'affaire est résolue, Poirot. Le révérend Bloom a avoué. C'est terminé. »« Oui, c'est fini, » acquiesça Poirot. « Mais voyez-vous, Hastings, c'est le moment le plus important, non pas lorsque l'affaire sera résolue, mais lorsque nous comprendrons pourquoi cela s'est produit. » Je m'approchai de la fenêtre, observant la brise agiter les branches des ifs. « Je ne comprends pas bien. » Poirot se tourna vers moi, un léger sourire aux lèvres. « L'énigme, Hastings, ce n'était pas seulement de savoir qui avait fait ça, ni comment. Il s'agissait de comprendre ce qui les avait poussés à agir ainsi. » Il marqua une pause, le temps de rassembler ses pensées. Le révérend Bloom, comme je l'ai déjà dit, cherchait justice à sa manière. Mais ce qu'il ne voyait pas, c'est que son propre besoin de vengeance l'aveuglait. Ce n'était pas seulement Julian Litton qui avait causé la souffrance, c'était sa propre colère, sa propre peur qui l'avait conduit là. J'ai hoché la tête, comprenant enfin. Il était animé par quelque chose de plus que son amour pour sa sœur ou son désir de vengeance. Il était animé par le besoin d'imposer la justice, de contrôler ce qu'il ne pouvait pas. Et ce faisant, il a perdu de vue ce qu'il voulait protéger, son propre sens du bien et du mal. Le sourire de Poirot s'élargit légèrement. « Exactement, mon ami. Tu vois que c'est là que réside le véritable casse-tête. Ce n'est pas seulement la solution qui compte, c'est le chemin qui a mené au crime. On aura toujours des raisons, mais leurs raisons ne correspondent pas toujours à leur justification. » Tandis que je me tenais là, l'énormité de la situation commençait à m'envahir. Les actes du révérend, bien que tragiques, n'étaient pas ceux d'un meurtrier de sang-froid. C'étaient ceux d'un homme convaincu que le monde devait être réparé, quel qu'en soit le prix. Sa passion, sa rage, avaient obscurci son jugement et finalement l'avaient conduit à tuer un homme devenu le symbole de tout ce qu'il méprisait. Poirot,
sentant mon changement de perspective, se tourna vers la fenêtre, l'air pensif. « Il y a encore une chose, Hastings, » dit-il, presque comme une réflexion après coup. « Le détail le plus important de tous. »« Qu'est-ce qu'il y a, Poirot ?» Il me jeta un regard, les yeux brillants de ce mélange familier de fierté et d'humilité. C'était Sylvie, voyez-vous. Sans elle, l'énigme n'aurait jamais été résolue. J'étais interloqué. Mais ce n'était qu'une enfant, Poirot. Comment aurait-elle pu savoir ? Ah, dit Poirot en haussant les épaules, mais l'enfant voit ce que l'adulte ne voit pas. Elle était notre témoin, Hastings, non pas parce qu'elle était innocente, mais parce qu'elle était observatrice. Son dessin, la silhouette dans le miroir, était l'indice ultime. Elle a vu la vérité avant tout le monde. Et parce qu'elle l'a dessinée, nous avons pu la voir aussi. J'ai souri, un sentiment de gratitude grandissant en moi pour la petite fille qui avait involontairement joué un rôle si important. C'est donc le souci du détail de Sylvie qui a permis de conclure l'affaire. Poirot hocha la tête. Exactement. Finalement, le petit détail, c'est ce qui dévoile tout le mystère. Ce n'est pas toujours le grand geste, mais l'observation silencieuse, le plus petit geste, qui détient la clé. À mesure que la matinée avançait, Poirot et moi parcourions la maison, discutant brièvement avec les autres. La police était arrivée et les formalités nécessaires avaient été accomplies. Le révérend Bloom allait être placé en garde à vue, mais il n'y avait aucune trace de triomphe dans l'air. Même Poirot, qui nous avait tous conduits à la vérité, semblait étrangement abattu. Alors que nous traversions le couloir en direction du salon, je me tournai vers lui, encore frappé par la complexité de l'affaire. « Que penses-tu qu'il va lui arriver, Poirot ?» Poirot marqua une pause, l'air pensif. « Ce n'est pas à moi de juger, Hastings. Mon rôle était seulement de découvrir la vérité. Le reste, c'est à d'autres de le décider. » Il s'arrêta devant la porte et se retourna vers moi. « Mais une chose est sûre, mon ami. Le mystère est résolu. Le puzzle avec toutes ses pièces est désormais complet. » Épilogue. Une sortie silencieuse. Ce soir-là, tandis que les invités commençaient à partir, certains dans la même humeur sombre qui avait régné dans la maison pendant des jours, d'autres soulagés que la vérité ait été révélée, je me retrouvais de nouveau dans le salon, debout à côté de Poirot. Le feu crépitait doucement dans l'âtre, répandant sa lueur sur la pièce. « Je pense, dis-je, que cette affaire a été l'une des plus difficiles dont j'ai jamais été témoin. » Poirot eut un petit rire, les yeux pétillants. « Chaque affaire, Hastings, est difficile à sa manière. Mais c'est la résolution qui compte. Et vous, mon ami, avez joué un rôle crucial pour m'aider à mettre un terme à celle-ci. » J'ai souri, mais avant que je puisse répondre, Poirot a levé un doigt, son expression devenant sérieuse. « Mais n'oubliez pas, Hastings, dit-il, que ce n'est pas toujours le criminel qui a le plus de mal à trouver la vérité. Parfois, c'est celui qui la cherche. Et c'est là, mon ami, le plus difficile de tous. » Tandis que je le regardais, j'ai ressenti tout le poids de ses paroles. Il avait raison, bien sûr. Au final, il ne s'agissait pas seulement de résoudre le mystère. Il s'agissait de comprendre pourquoi les gens agissaient comme ils le faisaient, et ce qui les poussait à faire les choix qu'ils faisaient. Sur ces mots, Poirot se retourna et marcha lentement vers la porte, le dos droit, la tête haute. L'énigme, pour l'instant, était résolue. Mais l'histoire de Renfield Hall allait rester gravée en moi longtemps, me rappelant que la vérité, aussi soigneusement cachée soit-elle, finit toujours par refaire surface. Et tandis que la porte se refermait doucement derrière lui, je savais qu'une fois de plus, Hercule Poirot avait résolu l'affaire, non pas par chance ou par coïncidence, mais avec son petite cellule grise. Les petites cellules grises avaient une fois de plus démêlé les fils emmêlés d'un mystère.